Bonjour, le film 300, vous l'avez certainement vu. C'est ce film où il y a des beaux Apollons grecs qui se battent contre des êtres un petit peu bizarres. Ces êtres un peu bizarres, ce sont en fait les Perses de l'époque achéménide. Et oui, c'est la représentation que fait Hollywood des Perses de l'époque. Mais que disent réellement les historiens et les archéologues sur les Achéménides et sur leur berceau Persépolis ? Et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous emmener à Persépolis depuis votre canapé. J'ai trouvé un site qui vous permet de visiter Persépolis comme jamais. Je m'appelle Fatémé et sur cette chaîne je vous invite à voyager à travers le temps et à découvrir des sites emblématiques comme aujourd'hui comme Persépolis ou à découvrir des personnages qui ont fait l'histoire de l'Iran ou de la Perse ancienne. Si vous êtes passionné par l'histoire ou simplement curieux d'en apprendre plus, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage au cœur de l'histoire persane, à la découverte de Persépolis, cette ville mythique et ancienne capitale de l'Empire achéménide. Achéménide, ça se dit Akhamanashi en persan. Imaginez-vous dans un désert, entouré de montagnes, et là, juste devant vous, des ruines qui témoignent de l'ingéniosité d'une civilisation vieille de plusieurs millénaires. Persépolis, c'est bien plus que des pierres ou des ruines, c'est un lieu qui est rempli d'histoire et de culture et de symboles que nous allons explorer aujourd'hui ensemble en 3 parties. D'abord à travers son histoire, ensuite à travers sa destruction tragique et pour finir sa redécouverte fascinante. Cet empire naît grâce à Cyrus le Grand, un conquérant visionnaire qui unifie les Perses et les Mèdes au VIe siècle avant Jésus-Christ. S'ensuivent de nombreuses batailles et le territoire s'étend depuis l'Asie centrale et jusqu'à l'Égypte, la Libye, la mer Noire et les rives du Danube à l'ouest. Cyrus le Grand, en 530 avant notre ère, est enterré à Pasargade qui signifie la maison protectrice, en ancien élamite, pas loin de Persépolis d'ailleurs. Cyrus le Grand a également écrit le premier texte des droits de l'homme et a créé une armée dite immortelle composée de 10 000 immortels. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo complète sur Cyrus, car ce personnage est le fondateur de Persépolis, mais je ne veux pas trop développer sur lui dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long. Donc dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo uniquement sur lui. Avec ce vaste territoire, son successeur Darius Ier consolide cet héritage, instaurant une administration très avancée pour l'époque. L'empire est divisé en ce qu'on appelle des satrapies, c'est-à-dire des régions administratives qui sont autonomes et qui bénéficient de la protection royale en échange de tribus, en échange d'impôts. Il établit également une monnaie officielle et désigne l'araméen comme langue administrative. La cité de Persépolis est fondée par Darius Ier vers 515 avant Jésus-Christ. En Occident, on a gardé son nom de Persépolis, qui est en fait d'origine grecque et qui signifie la cité des Perses. Alors qu'en persan, on l'appelle Tarté-Jamshid, le trône de Jamshid, où en fait ce roi Jamshid vient de la mythologie persane qui est reliée à la religion zoroastrienne. Persépolis se situe dans la plaine de Marvedasht, au pied de la montagne de la Miséricorde, pas loin de Pasargade. Elle n'est pas seulement une capitale administrative, c'est surtout un endroit où Darius veut passer du temps et donc le transforme surtout en un centre culturel et spirituel destiné aux grandes cérémonies impériales et aux fêtes royales comme Nowruz. Durant cette journée, tous les peuples soumis doivent envoyer un émissaire qui rend hommage au roi. Et pour arriver au roi, les émissaires doivent emprunter l'un des 2 imposants escaliers qui sont ornés de rangées de reliefs qui montrent les émissaires eux-mêmes apportant des cadeaux, comme des vases, des tissus, des bijoux ou tout autre objet de valeur. Ensuite, il faut traverser cette immense salle de réception qu'on appelle Apadana, soutenue par 72 colonnes. Plus à l'est, vous avez la salle à 100 colonnes où le roi est sur son trône. Bien sûr, en plus de ça, il y a de nombreuses autres pièces à Persépolis pour le roi lui-même, sa famille et bien évidemment son harem. Dans ce désert et pour fournir l'eau, pour ce beau monde, les Perses ont créé ce qu'on appelle les qanats. C'est un système qui puise l'eau des sources en amont des vallées et la font circuler par gravité le long de tunnels souterrains, souvent sur de nombreux kilomètres. Ce système est aujourd'hui toujours en place dans les régions désertiques de l'Iran, notamment dans la ville de Kerman.
Darius Ier veille aussi à l'unité du territoire. Il construit un canal entre le Nil et la mer Rouge, il établit des routes commerciales et met en place un réseau de messagers rapides. Persépolis devient alors un symbole de cette opulence et de cet multiculturalisme. Pas loin de là, à environ 5 km au nord-ouest, il y a le Narché-Rostam, le portrait de Rostam où sont enterrés 3 grands rois perses, dont Darius lui-même. En tout et pour tout, la construction des Persépolis s'est étalée sur 2 siècles. Mais voilà, les Perses se sont bien étendus et ils se sont fait pas mal d'ennemis, dont les Grecs. Les Grecs, de leur côté, ont la rage d'avoir été conquis par les Perses, et quand le fameux Alexandre de Macédoine, dit Alexandre le Grand, succède à son père, il veut prendre sa vengeance. D'ailleurs, une petite chose sur le nom d'Alexandre le Grand. Attendez-moi jusqu'à la fin, je vais vous dire comment est-ce que les Perses appellent Alexandre le Grand. Et vous verrez, c'est assez marrant. Persépolis, malgré son grand éclat, connaît une fin tragique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'empire achéménide est complètement affaibli par les révoltes internes et les guerres gréco-perses. Les tensions atteignent leur paroxysme avec Alexandre le Grand qui mène une conquête fulgurante contre les Perses. En 331 avant Jésus-Christ, après la bataille décisive de Gaugamel, Alexandre s'empare de l'empire perse de Darius III. Ce dernier est définitivement battu à Issos. Alexandre arrive à Persépolis et d'après les historiens, 3 jours plus tard, il va y mettre le feu. Tout va brûler. Alors ce qui est encore débattu par les historiens, c'est vraiment l'attention d'Alexandre. Est-ce que c'est pour venger l'incendie qu'il y a eu à Athènes par Xerxès, un Perse, ou est-ce que c'est plutôt un acte stratégique pour marquer un vrai changement dans l'Empire? Ça, en tout cas, on ne le sait pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le feu a brûlé tout l'ensemble de Persépolis et a mis fin à l'âge d'or des Achéménides. Mais paradoxalement, il a protégé les vestiges sous une couche de cendres permettant de préserver ce lieu. Persépolis tombe dans l'oubli jusqu'au 19e siècle et c'est Muhammad Ould Dowleh Farhad Mirza, le gouverneur de la région de Fars, qui va être le premier à diriger les travaux de fouilles sur place. S'en suivra une longue liste d'archéologues, dont des Français, comme Jeanne et Marcel Dieulafoy, qui photographient le site entre 1881 et 1886 et ramènent des vestiges qui sont conservés aujourd'hui au Louvre. Des milliers de tablettes d'argile ont été trouvées et révèlent le fonctionnement administratif de l'Empire achéménide, comme des savoir-faire essentiels sur la construction des édifices, ou sur le commerce, ou sur les impôts qui sont reçus, ou les taxes. Bref, c'est tout l'appareil administratif qui a été conservé grâce à ce feu. Ces découvertes montrent un empire très complexe et avancé, bien loin des clichés barbares qui ont été véhiculés par l'Occident. Mais étonnamment, Persépolis devient un symbole de l'Iran moderne suite à la célébration du 2501e anniversaire de l'Empire perse par le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, entre le 12 et le 17 octobre 1971. Cette réception était un hommage rendu à l'Empire perse et également une démonstration du développement économique du pays sous le règne des Pahlavis. Des dizaines de présidents et des chefs de gouvernement ont été invités à cette fête qui était vraiment mégalomaniaque et qui a duré près d'1 an en Iran. Cette fête a été vraiment très critiquée parce qu'en fait elle a coûté extrêmement cher. Elle a coûté près de 300 millions de dollars selon certaines estimations. Par exemple, le roi Pahlavi, il a même fait venir des jardiniers français pour recomposer un immense parc arboré en plein désert à Persépolis. Et il a fait venir 50 000 oiseaux qui, à Persépolis, où il faisait 32 degrés le jour et 0 degrés la nuit. En fait, tous les oiseaux sont morts en 3 jours à cause de la différence de température. Mais bref, revenons à nos moutons. Persépolis est aujourd'hui un site qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle incarne vraiment la richesse culturelle, la tolérance et la puissance politique des Achéménides, tout en restant une source d'inspiration pour les générations modernes. Et nous rappelle aussi l'importance de préserver notre patrimoine et d'étudier l'histoire pour mieux comprendre notre présent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors maintenant, voici le bonus. Dans cette description, je vais vous mettre un lien qu'il faut absolument regarder. C'est le musée de Glick qui a recréé en fait tout Persépolis en 3D. Vous pourrez visiter cette cité avec des explications assis au chaud sur votre canapé. Ils ont fait vraiment un travail remarquable. Ils ont recréé chaque pièce du palais à l'identique. Bref, je vous mets le lien, n'hésitez pas à regarder. Et surtout, abonnez-vous à cette page pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ah oui, j'allais oublier. Comment est-ce qu'on nomme Alexandre le Grand en Iran? Et bien tout simplement, on l'appelle Alexandre le Petit. Et oui,
C'est tout. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la culture iranienne. Au revoir!